Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Thierry Delattre est né à Arras, dans le Pas-de-Calais. Un jour, avec son frère jumeau, ils ont observé leur père, qui venait de démonter un talkie-walkie tombé en panne. Thierry a alors découvert cet enchevêtrement de composants électroniques qui, savamment interconnectés, permettaient de transporter leur voix à distance. C'est peut-être de ce mystère, de cette magie, qu'est né chez Thierry le désir de devenir professeur. Il a été professeur certifié de physique et d'électricité appliquée pendant une quinzaine d'années au lycée de l'Europe de Petite-Sainte. Mais en 2008, son poste ayant été supprimé, il s'est retrouvé à faire des remplacements comme professeur de mathématiques. Cette expérience a été douloureuse et après 3 ans, il a tiré sa révérence et a quitté l'éducation nationale. Aujourd'hui, Thierry travaille dans le domaine de l'automatisme industriel, mais son côté etc. est définitivement ancré dans le monde de l'éducation et de l'enseignement, puisqu'il est l'inventeur du tamographe, ce petit objet qui sert à la fois de règle, d'équerre, de compas et de rapporteur. Il s'en est déjà vendu près de 150 000 exemplaires. Thierry a conçu également une machine de Turing pédagogique qui permet d'entrer dans le monde des algorithmes, de coder, d'exécuter des calculs mathématiques ou encore des animations lumineuses. Bref, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je reçois un personnage qui est la synthèse de Géo Trouve-Tout et du professeur Tournesol. Thierry Delattre, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Qu'est-ce que vous avez pris ce matin au petit déjeuner ? Qu'est-ce que j'ai pris? Quelle question étrange. Comme tous les jours, je démarre ma journée avec un bon petit café serré. Voilà, et puis c'est tout pour le matin. J'aime pas m'alourdir l'estomac au matin. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Thierry ? Bon, j'ai eu une enfance un peu particulière. En fait, j'ai évolué dans une famille où on était à 6, parce que j'ai un frère et 2 sœurs. Et en fait, j'étais un petit peu atypique parce que j'avais sur le désir de comprendre le monde qui m'entourait et je me posais beaucoup de questions. Je regardais un objet, je me disais, «Tiens, si on regardait de tout près, si on était une mouche, on verrait des choses plus petites» et je me posais même des questions sur la structure de la matière et puis, bien sûr, je ne savais pas encore à l'époque qu'il existait les atomes, hein, mais je peux me poser plein de questions sur ça. Je me posais des questions sur l'univers, alors que j'étais tout petit, hein. Et donc, je voulais apprendre tout ça. Et donc, quand j'étais à l'école, je pensais que mes professeurs, déjà même à l'école primaire, pouvaient m'apporter des réponses. Mais hélas, même s'ils m'en ont apporté, eh ben, ils n'auront pas su étancher ma soif de connaître. Mais bon, par la suite, avec mes études, mon bac scientifique et puis le reste de mes études, eh ben, ça a quand même bien comblé l'espoir que j'avais de comprendre des choses. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout savoir, mais déjà, je suis déjà bien assoiffé de connaissances. Et alors déjà, ça me rend heureux. Et puis deuxièmement, j'aime bien aussi transmettre et expliquer justement plein de choses aux jeunes pour leur faire grandir dans la connaissance. Et je pense que plus on apprend des choses et plus on devient acteur du monde, quoi. Voilà. Prof, etc. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève ? Je ne sais pas si j'ai un meilleur souvenir, mais disons que c'était un petit peu épars. C'est-à-dire que parfois, j'ai appris des choses qui m'ont vraiment subjugué. Alors, j'ai pas de date, hein, mais bon, ça peut être parfois en physique. Justement, quand je suis rentré au collège, j'ai ouvert un livre et puis en fait, dès que j'avais les livres, moi, je les ouvrais tout de suite, hein. J'étais tellement curieux soif d'apprendre que j'attendais pas que les chapitres arrivent, hein. Moi, je les dévorais même avant même la rentrée.
Et donc, j'ai vu un livre de chimie, j'ai regardé, et en fait, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des atomes. J'avais Mmh. jamais entendu parler. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les médias, il n'y Mmh. avait pas Internet, hein. Et ben, évidemment, dès que j'ai été en classe, j'ai harcelé mes professeurs de questions. Alors, ça a été le cas aussi un petit peu en mathématiques aussi, hein, où bon, j'ai adoré les maths, hein, à partir de, on va dire, vers la quatrième, troisième, j'ai eu comme un déclic. Et puis là, j'ai réalisé à quel point c'était puissant, quoi. Voilà. Mmh. Et en même temps, eh bien, il y avait toujours moi et mon frère. On était tous les deux en train d'essayer de comprendre comment ça marche, les composants électroniques, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et puis on était aussi tout au long de ma vie, enfin mon frère aussi, mais surtout moi. Moi, en fait, je suis assez surpris de la puissance de l'esprit humain qui est Mmh. capable de faire tant enfin, on est vraiment intelligent. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui sont admiratifs, par exemple, de sportifs, hein, comme je le suis également. Ouais, On se dit, mais c'est incroyable les performances du corps humain, mais les performances de l'intelligence sont peut-être moins connues, mais ils sont tout aussi grandioses, en fait. c'est vrai. Plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent? Oh, j'étais très réservé, très timide. J'approchais jamais les filles. Et puis non, en fait, j'étais dans ma petite bulle, en fait. Voilà, bah, j'étais très scolaire, hein, je travaillais beaucoup. Bon, en plus, c'était compliqué parce que je pouvais pas me demander à mes parents de m'aider sur le plan scolaire parce ils ont pas fait d'études du tout, hein. Ils ont même pas le certificat d'études. Et puis, c'est moi qui aidais mes frères et mes sœurs dans leur scolarité aussi, hein. Mmh. Bon, bref. Voilà, donc, bon, ça a été compliqué. Puis, enfin, je suis issu d'une famille assez pauvre et donc on avait peu de ressources. Mmh. Moi, je me souviens que tous mes copains avaient une calculatrice scientifique et moi, j'en avais pas. Mmh. Et j'en souffrais parce que moi, j'en avais tellement envie alors qu'eux s'en fichaient. Ouais. Et voilà, donc j'ai dû attendre longtemps pour en avoir une que j'ai achetée d'occasion à un copain, quoi. Mmh. Et voilà, donc ça a été une enfance assez difficile. Bon, puis avec mon père qui était un peu violent aussi, donc bon, j'ai réussi à traverser cette époque-là. Bon, maintenant, ça va, je suis détendu, je suis épanoui. Mais bon, comme quoi, on peut quand même réussir à faire des choses dans la vie, quelle que soit l'origine, d'où l'on vient, hein, quel que soit le milieu social, en fait, hein. C'est peut-être d'ailleurs la force de ce système scolaire qui parfois on lui reproche d'avoir perdu cette notion d'ascenseur social. Peut-être qu'aujourd'hui elle est moins évidente, mais c'est vrai que quand on voit votre parcours, on comprend bien l'intérêt. Bah, en fait, clairement, je pense que l'école, c'est ce qui m'a permis justement d'être heureux dans la vie, Mm. certainement. Alors en quoi cette période de l'adolescence a influencé le choix du métier de professeur que vous avez exercé puis plus tard abandonné? Alors, ce qui est étrange, c'est que moi, j'étais fasciné par mes professeurs. En fait, je les mettais sur un pied d'éloge. Pour moi, c'était les gens du savoir. Et alors, j'aimais bien aussi différentes choses. Par exemple, à un moment donné, je voulais être professeur d'anglais parce que j'avais une correspondante anglaise et puis j'aimais beaucoup, je voulais vraiment comprendre l'anglais. Et pareil, pour moi, c'était mystérieux, les langues étrangères. Je pensais qu'il suffisait de remplacer les lettres de l'alphabet il y avait une table de correspondance entre la lettre A, bah, ça devient telle lettre. C'était stupide, hein. Moi, On voit le je pensais que c'était que physicien ça. déjà. Voilà. Alors bon, et après, bon, bah, forcément, à l'école, j'ai appris l'anglais, j'ai beaucoup aimé, puis en même temps, je voulais comprendre des chansons que j'aimais en anglais. Voilà, donc à un moment donné, je voulais être professeur d'anglais. Alors l'idée m'a quitté parce qu'en fait, j'ai eu d'autres vocations plus fortes. Je voulais vraiment travailler dans le monde de l'électronique, mais hélas, bah, quand j'ai grandi, en fait, il y avait alors que l'électronique a eu ses années phares dans les années 30, 40, 50, 60, 70. Bon, on a vu la télévision, on a vu la radio, tout ça se mettre en place. Il y avait beaucoup de travail, il y avait des radioélectriciens, il y avait beaucoup de travail dans le domaine de l'électronique. Mais hélas, bah, quand j'ai grandi, après, c'était fini. C'était plus l'informatique Ouais. qui a pris le relais. Et après, il n'y avait plus de travail dans l'électronique. Donc, voilà, à part peut-être réparer des télés, des choses comme ça, mais réparer les choses, c'était pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était concevoir des produits. Ouais. Mais pour ça, il fallait faire des études assez longues. Et puis, ben, faute d'argent, non, je me suis arrêté après le DUT, hein. Voilà, j'ai Ouais. travaillé. J'ai voulu prendre aussi mon indépendance. Bien Donc sûr. j'ai fait un DUT génie électrique où bon, ben, j'ai appris l'électronique. Moi et mon frère, on s'est entraidés pour chaque fois qu'il y en a un qui comprenait quelque chose, il expliquait à l'autre. On achetait des revues comme Radio Plan, électronique pratique, des choses comme ça. Ouais. On essayait de comprendre. C'est vrai qu'on a appris beaucoup par nous-mêmes.
On a beaucoup branché des composants aussi, on en a grillé beaucoup, mais bon, on a beaucoup appris. Et puis après, avec l'école, avec les études, on a appris aussi d'autres choses. On lisait aussi dans tous les livres qu'on pouvait trouver pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un transistor, comment ça marche, etc. etc. Ouais. Et voilà, donc finalement, cette passion pour l'électronique, elle ne m'a jamais quitté. Alors même si j'en ai pas fait mon métier, à un moment donné, j'avais envie de l'enseigner. Ouais. Donc du coup, en fait, j'ai repris des études 5 ans après les avoir arrêtées, 5 ans après mon DUT. Je suis reparti à la fac et puis j'ai fait 2 années d'études. Et puis en même temps, j'ai passé le CAPES de physique appliquée. Alors certes, j'ai enseigné l'électronique, ma grande passion. Et ensuite, il y a eu aussi d'autres domaines que j'ai appris quand j'étais justement dans ces années d'études, que je connaissais pas ou peu, et qui m'ont aussi intéressé. Par exemple, l'électrotechnique. Ouais, c'est un domaine aussi qui est très intéressant. Voilà. Et dans tous ces domaines-là, il y a aussi, c'est transversal, il y a beaucoup de mathématiques. Oui. Ce qui fait qu'en fait, forcément, ça a augmenté encore mon goût pour les mathématiques. Et je me dis que c'est vraiment, les gens qui connaissent pas, ils pensent que les mathématiques, ça sert pas ou peu, mais en fait, ça sert dans plein de choses. Ça sert en électronique, ça sert même, par exemple, quand on va passer un scanner, cet appareil très compliqué, il analyse des signaux, et puis c'est beaucoup de formules mathématiques derrière pour extraire une image. Bien sûr. Et quand on téléphone, en fait, il y a des systèmes de compression de données pour réduire la bande passante. Ouais. Le son est très bon, et en fait, tout ça, c'est des processeurs mathématiques. Bref, etc. Alors, on va revenir sur le thermographe, votre invention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous avez inventé cet astucieux petit objet ? Alors, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, au départ, c'était pas du tout... Bon, là, c'est vrai que ça fait depuis 2012 qu'il est en vente, on le trouve un peu partout. Mais alors, l'histoire, elle est vraiment étonnante. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes enfants, quand ils étaient petits, comme beaucoup d'enfants, ils dessinaient beaucoup. Ils dessinaient tout le temps. Et puis moi, comme j'enseignais la physique appliquée, et bien souvent, j'utilisais mon compas pour faire des vecteurs, des choses comme ça. Donc, ils ont vu qu'on pouvait tracer des cercles avec, chose qu'ils ne savaient pas faire. Un enfant, il ne sait pas dessiner des beaux cercles. Et donc, ils voulaient prendre mon compas pour dessiner des cercles. Je leur avais dessiné des rosaces et tout, ils aimaient bien, donc ils voulaient faire ça. Donc, bien sûr, je ne voulais pas leur remettre un compas entre les mains, parce que c'est dangereux à cause de la pointe. Et puis aussi, j'avais pas envie qu'il abîme la table du salon, de la perforer, quoi. Ouais. Voilà, donc j'ai pris un petit bout de plastique, j'ai fait un petit axe de rotation, j'ai mis des petits trous, puis je leur ai montré qu'en mettant en tenant l'axe avec un doigt, puis en mettant le crayon dans un trou et qu'on tourne, ça fait des cercles et c'est facile et c'est sans danger. Donc du coup, ils se sont amusés un petit peu avec ça. Ils étaient très contents. Et puis après, c'est tout, c'est resté dans les cartons pendant pas mal de temps. Et puis quand j'ai quitté l'Éducation nationale, l'idée de base, c'était de créer une entreprise qui propose des outils pédagogiques. D'accord. Pour l'enseignement des maths au collège, parce que comme j'ai dû enseigner les maths pendant 3 ans dans les collèges, eh bien en fait, venant de physique appliquée où il y a beaucoup de travaux pratiques, Oui. je me suis bien rendu compte que les élèves, en fait, ce qu'ils aiment bien, c'est manipuler. Et c'est là qu'ils prennent goût, et c'est là qu'ils comprennent mieux. Et donc, je voulais faire la même chose en maths. Donc, j'ai voulu acheter des matériels. Sauf qu'il y avait peu de choses, en fait, dans des domaines comme Thalès ou Pythagore ou les nombres relatifs. Bien J'ai sûr. rien trouvé. Du coup, je dis, il y a un marché à prendre, et puis ça peut être intéressant pour les gamins. Du coup, j'ai créé des prototypes, j'ai une dizaine de produits sur ces domaines-là. Et puis, j'ai essayé de lancer mon entreprise dans cette optique d'outils pédagogiques. Sauf que, évidemment, je n'avais pas beaucoup de sous. Et puis, ça coûtait horriblement cher. Et puis, pour trouver des entreprises capables de fabriquer les produits, c'est très compliqué également. Du coup, j'étais un petit peu le bec dans l'eau. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant, j'ai plus rien. J'ai quitté l'Éducation nationale. Il n'y a pas, financièrement, il faut s'en sortir. Et alors, étonnamment, entre-temps, en même temps, dans les mois qui ont précédé toute cette aventure, j'avais continué à jouer un petit peu avec ma petite règle comme ça qui s'appelait pas encore le thermographe. Et puis à un moment donné, j'ai dit tiens, ça serait bien quand même de mettre au-dessus des petits trous, de mettre les indications des rayons qu'on fait avec. Ouais. Par exemple, le 37, ça fait 37 mm de rayon. Seulement, c'était tout petit, ça faisait que 2 cm de largeur, il n'y a pas de place. Donc du coup, j'en ai refait un autre complètement, plus large, comme ça j'avais la place pour mettre les petits trous, les indications au-dessus de chaque petit trou. Et puis comme il était plus large, dans le coin, j'ai dit tiens, voilà un angle droit. Donc ça fait déjà compas, angle droit, et puis sur les côtés, comme ça faisait pas beau, j'ai dit tiens, je vais compléter en mettant des règles graduées. Pourquoi pas, comme ça peut toujours être pratique. Donc j'avais à la fois règles graduées, trace cercle, comme le compas, et puis avec le coin, maintenant j'avais aussi l'équerre. Je dis il suffit de rajouter le rapporteur et on a un objet qui fait tout. Les 4 outils, voilà.
Ouais. Donc je l'ai fait, bon ça c'était facile. Mais alors allez savoir pourquoi, je ne sais pas pourquoi, ça c'est un mystère, hein, genre c'est bizarre. En fait, j'avais envie dans ma tête, j'avais l'impression qu'il était du coup possible de pouvoir tracer 2 segments à la longueur qu'on veut, formant entre eux l'angle qu'on veut, sans que le crayon ne quitte la feuille, d'une traite. Bon, ça sert à rien, hein, ça sert, je veux dire, on peut très bien s'en passer, mais allez savoir pourquoi je me suis obstiné à fond pour essayer de trouver la technique pour faire ça. Ouais. J'ai mis 3 semaines. Paraissait simple. Ben non, en fait, ça marchait pas. Et ben d'autres ont essayé aussi avant moi. Je l'ai su quand j'ai déposé mon brevet. Mais en fait, non, il manquait toujours la pointe. Voilà, on a le dessin, mais il manque le bout, il manque la pointe, parce qu'ils faisaient tous la même erreur que moi. Et moi, j'ai trouvé l'astuce. Ouais. Donc l'astuce, c'est de rajouter une règle supplémentaire au centre, qui s'appelle la règle centrale, hein, Ouais. et associée au rapporteur, grâce à une certaine technique de construction, ben, on est capable de faire ce que j'avais envie. D'accord. Alors, allez savoir pourquoi, ben, je l'ai fabriqué comme ça. Et puis c'est parti, voilà, je l'ai lancé et puis en fait cette règle-là permet de faire plein de choses que j'avais pas imaginées et c'est vachement pratique en fait. Ouais, ouais. En fait, Voilà. cette règle centrale, c'est une fente au milieu de l'objet, c'est bien ça? C'est ça. Et D'accord. en fait, c'est comme si en fait le tamographe, certes, il remplace oui les 4 outils standards, mais il a un plus. C'est comme si vous avez une calculatrice qui fait plus, moins, multiplier, diviser, les 4 opérations de base, puis d'un seul coup, moi j'arrive, puis paf, il y a la touche racine carrée en plus. Ouais. Vous voyez? C'est un truc en plus que les autres font pas. Ouais, ouais. Alors on n'est pas obligé de l'utiliser, mais quand on l'utilise, bah, tant mieux quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà. On se rend très bien compte, hein, avec la petite vidéo de présentation qu'on peut trouver sur votre site. Toutes les références, bien sûr, seront indiquées en description de cet épisode. Je dis ça pour les personnes qui seraient intéressées par la découverte ou la découverte du fonctionnement de votre invention. Tout sera en description de l'épisode. Vous nous avez expliqué clairement les principes de fonctionnement. Alors, cette invention vous a valu quand même une médaille d'or au concours Lépine de 2013. À quoi Voilà, avez-vous, c'est ça, ouais. à quoi avez-vous pensé lorsque vous avez appris que vous receviez cette récompense? Alors, en fait, c'est vraiment dingue parce que, bon, on se met dans l'ambiance, hein, parce que ça dure quand même 13 jours. Ouais, Et puis alors, je vous assure que, bah, j'ai déjà eu des diplômes dans la vie, hein. Mais ouais, alors là, recevoir une médaille d'or du concours Lépine, ça m'a fait une joie, mais vous pouvez même pas imaginer l'intensité. J'avais les larmes aux yeux. ouais. C'était plus fort que n'importe quel diplôme que j'ai pu avoir avant. Voilà. Mm, Et en même temps, ça m'a permis, bien sûr, de le mettre en avant et puis ça m'a aidé à lancer le produit, ouais, en fait. Mais c'est vraiment, c'est énorme. En fait, donc c'est pour ça que moi je trouve que dans l'aventure, certes, c'est pas évident, hein, de créer des objets comme ça, de les lancer commercialement, ouais, mais ce genre d'expérience, bah, c'est vraiment extraordinaire. Ça m'a fait connaître un autre monde en fait. ouais. Et c'est vraiment une reconnaissance que j'ai vraiment, qui m'a vraiment fortement touché. Est-ce que d'autres pays s'intéressent au tamographe? Alors, hélas, c'est toujours pareil, il faut avoir le temps et l'argent, mais et puis une équipe, hein, aussi, si possible. Bon, moi, je suis pas commercial, hein, de base, Ouais, hein, donc c'est compliqué, hein, pour aller dans les autres pays. Et alors, donc je dis, il y a déjà suffisamment de marchés à atteindre en France pour s'attaquer à la France, puis peut-être aussi aux pays francophones. ouais, Donc, bien sûr, pour l'instant, l'objet, on le trouve surtout dans les magasins en France et puis sur mon site. Mais il y a aussi, ben, on le trouve aussi j'ai des partenaires en Belgique, hein, j'en ai 2. d'accord. J'en ai un en Angleterre, hein, qui revend du matériel scolaire. J'en ai un aussi au Canada. Voilà, donc ça prend un petit peu son chemin. Bon, c'est très long, Ouais, mais avec ce que j'ai déjà, je ne me plains pas. Donc ouais. c'est déjà pas mal. prof, etc. Aujourd'hui, le tamographe intéresse beaucoup les enseignants en général, mais aussi ceux qui travaillent plus particulièrement avec des élèves dyspraxiques. Est-ce que vous aviez anticipé cette utilisation de votre invention comme outil d'inclusion? Non, pas du tout. En fait, c'est lors d'un salon à Paris, il y a une enseignante qui m'a suggéré le fait que, d'après elle, ça pourrait être intéressant pour des élèves dyspraxiques. Parce qu'en fait, bon, souvent, ils perdent beaucoup de temps, hein, avec les 4 outils standards. Ouais, Et après, il y a aussi une chose, c'est que par exemple, ils vont placer sur la feuille un instrument, puis quand ils vont avoir besoin du suivant, ben, ils vont écarter le premier, ils vont chercher le suivant, ils vont mettre sur la feuille, ce qui fait que leur regard défocalise la feuille. Et donc, il faut un certain temps pour que un petit peu ça se remette en place dans le cerveau. ouais, Et jusqu'ici, ben, en fait, comme tous les instruments sont côte à côte, en fait,
le même outil, eh bien, on passe de l'un à l'autre en glissant l'outil, Ouais, ce qui fait que notre regard ne quitte jamais la feuille. ouais. Vous voyez? Et donc, du coup, bah, c'est plus facile pour eux. Voilà, c'est plus simple. Et deuxièmement, beaucoup d'enfants ont des alors, ce n'est pas que les dyspraxiques, Oui, mais c'est vrai que beaucoup d'enfants ont du mal à utiliser le compas. ouais. Alors ici, tandis que pour tracer des cercles, ben, il se trouve qu'a priori, d'après les retours que j'ai, eh bien, beaucoup d'enfants arrivent bien à tracer des cercles avec le tamographe. Mmh. Voilà, ça semble plus simple pour eux. Voilà, bon, c'est des retours que j'ai. Alors, j'ai évidemment deux types de retours. Donc, il y a des gens, par contre, qui y arrivent mieux avec le compas qu'avec le Oui, tamographe, puis d'autres, ben, c'est l'inverse. Donc, d'accord. faut satisfaire tout le monde. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment un outil reconnu pour ce type de difficulté. Oui, et puis alors, en plus, cette année, il y a eu un livre il y a 2 livres qui sont sortis. C'est des livres qui ont été écrits par des enseignantes, spécialisées justement dans les troubles, scolaires de ce genre, Ouais, et en fait, ils plébiscitent aussi, ils mentionnent le tamographe dans leurs livres, hein. d'accord. Alors vous avez également créé une chaîne YouTube pour proposer de nombreux tutoriels sur l'utilisation du tamographe. Comment vous êtes-vous improvisé youtubeur? Ben, l'envie d'en vendre davantage, hein, comme tout le monde en fait, puis c'est dans l'air du temps. Ouais, Donc voilà, donc en fait, les vidéos, certes, elles sont sur mon site internet, mais on les retrouve aussi sur ma chaîne YouTube. Et puis, ben, c'est aussi l'occasion de montrer des vidéos un peu différentes, hein. ouais, Au tout départ, j'ai eu de la chance, suite à l'obtention de la médaille d'or, et bien, je suis passé à la télé, hein. ouais, Donc, je suis passé dans une télévision locale qui s'appelle Opal TV. Puis ensuite, je suis passé sur France 3, d'abord en régional, puis en ouais, national. d'accord, Et voilà, donc alors, il y a un reportage, justement, le reportage France 3, il est sur ma chaîne YouTube. d'accord. Et puis après, ben, il y a des tutoriels. Alors, il y a des tutoriels, en fait, c'est un peu long, ça dure 6 ou 7 minutes, où je suis dedans et j'explique. Mais Ouais, comme on m'a dit que c'est un peu long, du coup, j'ai fait aussi des vidéos ciblées qui durent, allez, 30 secondes en moyenne. Par exemple, on veut faire juste, une bisectrice, eh ben, ouais, on lance la vidéo bisectrice et puis on a que la bisectrice, quoi. d'accord. Même chose, hein, je mettrai les liens vers votre site, vers la chaîne YouTube en description de cet Mmh. épisode. Parlons un petit peu maintenant de votre deuxième bébé, la machine de Turing pédagogique. Vous pouvez nous en dire 2 mots, à qui elle est destinée et à quoi sert-elle? Ouais, alors là, c'est plus récent, hein. Le tamographe, ça a démarré en septembre 2012, Ouais, que là, en fait, ça a démarré en octobre 2020. Alors d'accord. moi, je connaissais pas du tout le concept. Alors moi qui aime bien l'électronique et même aussi l'informatique, mais quand je dis que j'aime bien l'informatique, attention, en fait, ce que j'aime bien, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme composant dans un ordinateur. En fait, c'est voilà. Ouais, Et donc moi, je suis grandi à une époque où j'ai pu suivre l'évolution, hein. Le ouais, ZX80 de Sinclair, bah, je l'ai connu, vous ouais, voyez. Donc voilà, donc je suis assez surpris par l'évolution fulgurante d'ailleurs. bien sûr. Bref. Donc, eh bien, je ne connaissais pas ce concept de machine de Turing. En fait, je suis allé, il y a eu tous les ans maintenant, depuis quelques années, il y a ce qui s'appelle la semaine des mathématiques. Ouais, Et puis j'ai assisté à la présentation au Palais de l'Univers et des Sciences de Capelle-la-Grande. Il y avait là un ancien professeur agrégé de mathématiques universitaire qui a réalisé un dispositif qui s'appelle une machine de Turing concrète. Parce qu'en fait, le concept, à la base, il a été trouvé par un mathématicien connu dans le monde entier, hein, qui s'appelle Alan Turing, et c'était en 1936. ouais, Et lui, il a pas fabriqué de machine de Turing. C'était un concept abstrait sur le papier. Mais mmh, n'empêche que ce concept, en fait, ça a érigé les bases de ce qu'on appelle la science informatique, et ça a ouais, été le pilier de ce que les ingénieurs ont pris pour réaliser les premiers systèmes programmables. Voilà. Donc, à d'accord. la base des ordinateurs, il y a ce concept de machine de Turing. Et Turing lui-même, il a participé à la création du premier ordinateur en Angleterre. Voilà. Alors, OK. il est connu, Alan Turing, parce qu'en fait, pendant la guerre, il a aidé. Il y a même eu un film qui s'appelle Imitation Game. Il a Ouais, aidé, en fait, avec son équipe, il a réussi à décoder les codes allemands de la machine qui s'appelle Enigma. d'accord. Voilà. C'est Et vrai. voilà, donc voilà. Cette année, il y a les nouveaux billets de 50 livres sterling sont à Ouais, l'effigie d'Alan Turing. Et vous voyez, là, par exemple, la pomme de Apple, la pomme qui ouais, croquait, eh bien, c'est pour rendre aussi hommage à ce personnage qui est décédé d'accord. en croquant dans une pomme remplie de cyanure, quoi. Ah oui, oui, oui. Donc moi, j'ai découvert ce concept formidable, Ouais, puis je me suis intéressé, je me suis rendu compte que même sur le plan théorique, c'est extrêmement intéressant.
Donc, certes, il y a des gens qui ont fabriqué des systèmes physiques qui réalisent ce concept, Oui. mais il n'existait absolument rien de vraiment pratique que même un enfant pourrait utiliser pour rentrer des algorithmes et puis les mettre en fonctionnement. Ouais. Voilà. Donc, du coup, comme j'aime bien l'électronique et que j'en avais pas fait depuis longtemps, je me suis lancé un peu ce défi de réaliser ma version dans l'idée qu'elle puisse être utilisée de façon simple et puis aussi qu'elle puisse pas coûter horriblement cher et puis qu'elle puisse être reproductible facilement. Donc, du coup, j'ai fait un système avec des LED et des boutons et des afficheurs 7 segments, comme il y a sur les radios réveil, vous voyez, des choses simples que les gens aiment bien avec des gros boutons et des grosses LED. Ouais. Voilà. Et puis après, j'ai trouvé sur Internet, parce que ça existe depuis tellement longtemps, plein d'algorithmes. Et puis, il y a vraiment des choses intéressantes. Ouais. Et donc, c'est une machine vraiment pédagogique destinée à de la manipulation concrète de... C'est ça. Alors, moi, j'ai su qu'il y a un enseignant de mathématiques qui passe même sur l'UMNI. En fait, lui, donc, il enseigne ce qu'on appelle les sciences informatiques. Ouais. Et il a une petite fille qui est encore, elle n'est même pas à l'école primaire, hein. Elle est à la fin de maternelle. Ouais. Et ben, elle a su faire un petit algorithme très simple, mais elle a quand même réussi à faire un petit algorithme. C'est vraiment incroyable, hein. Avec votre machine. Oui, Ouais. pour dire que c'est pas si compliqué finalement, hein. Ouais. Et voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment comme moi, je suis un ancien enseignant, puis j'aime bien les choses simples. Ouais. J'aime bien que, alors on la branche et tout de suite on peut y aller, quoi. On peut attaquer. Et il y a un dossier pédagogique. Alors, il y a des feuilles d'algorithme, il n'y a plus qu'à recopier, puis ça marche, quoi. Voilà. Et voilà. Donc, enfin, bien sûr, c'est destiné. Alors, c'est pas dans les programmes scolaires, hein, malheureusement. Moi, je pensais que ça allait être dans les programmes scolaires, mais ça ne l'est pas. Mais malgré tout, il y a des enseignants de NSI, Ouais. numérique et sciences informatiques, qui s'y intéressent. Et la cible commerciale, c'est eux, en fait, hein. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai vendu 30 exemplaires. Donc, il y en a dans des lycées, Ouais. il y en a dans des universités, et puis il y en a pour des particuliers qui s'intéressent tout simplement à ça. D'accord. Bon, vous parliez des programmes. Quand même, dans le premier degré, il y a tout une partie du programme qui concerne justement le codage, la programmation. Alors bien sûr, ça se traduit plutôt par la programmation de petits robots, vous savez, qui permettent de faire ce type d'activité, ou par des langages comme le langage Scratch par exemple. Mais cette machine, elle peut, à mon avis, trouver tout à fait sa place dans les programmes du premier degré. Oui, également. elle pourrait, parce qu'en fait, il y a une vidéo que je vais réaliser prochainement. Elle est dans la liste, hein, sur la chaîne YouTube. En fait, j'ai défini des vidéos. Alors, la première vidéo, c'est, en fait, je montre ma machine, comment on l'utilise et ce qu'on peut faire avec. Et puis, je mets le programme. En fait, c'est une série de 10 vidéos. Donc, j'en ai fait 7 sur 10 pour l'instant. Et il y a, à un moment donné, il y a une vidéo que je vais faire bientôt qui explique justement le lien entre la machine de Turing et puis justement le code moderne qu'on rentre dans un langage évolué, hein, même comme JavaScript, des choses comme ça, ou même Python. Oui. Donc, et je vais même mettre des correspondances entre des lignes de code Python et leur équivalent machine de Turing. D'accord. En fait, la façon de réfléchir dans le cerveau, c'est comme quand on parle français ou anglais. Oui. En fait, on réfléchit pareil et après les mots sortent. Donc, c'est pas les mêmes mots, c'est pas forcément exactement pareil parfois dans les expressions, mais malgré tout, c'est un peu comme les lois de la physique. Disons qu'il y a les lois de la science informatique. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le langage, quel que soit le niveau du langage, du plus simple au plus sophistiqué, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Par exemple, les tests conditionnels, ça existe dans tous les langages. On le fait avec la machine de Turing. Les boucles, c'est pareil. Ça existe, on le fait dans la machine de Turing, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça qui s'appellent des axiomes de programmation qui sont déjà dans la machine de Turing. Et en fait, il est prouvé par ceux qui se connaissent bien plus que moi que n'importe quel ordinateur, même le plus sophistiqué du monde, il a un équivalent machine de Turing équivalent. Parce qu'un ordinateur, en fait, c'est quoi ? C'est une machine de Turing qu'on dit universelle. Bon, on sent bien que vous êtes un inventeur, hein, vous êtes un créateur. Et est-ce que vous êtes sur un projet à venir, une nouvelle invention déjà en ce moment ? Et vous pouvez nous en parler peut-être ? Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Alors, c'est pas une invention, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Parce que j'adore ça. En fait, moi, j'ai toujours été audiophile. Donc, j'ai toujours aimé la qualité maximale du son. Ouais. Et donc, depuis l'adolescence, j'ai le projet de fabriquer ce qui s'appelle un équaliseur bar graphe. Alors, un équaliseur, c'est un truc normalement avec des petits curseurs. Et puis, il y a un certain nombre de clés, de bandes. En fait, on règle le son grave, médium, aigu. On met plus ou moins haut les curseurs. Ouais. Ça, c'est un équaliseur. Donc, ça change le son, en fait, hein. Plus grave, plus aigu. Voilà. Bon.
Mais malheureusement, ces curseurs, ils sont faits avec des bandes de cuivre, enfin de carbone. D'accord. Et du coup, ça finit par s'user, ça craque, le son il craque quand on les manipule. Ouais. Bon, ça, c'est pas bien. Et deuxièmement, il existe aussi des appareils qui ne sont pas des équaliseurs, mais des barres graves. C'est-à-dire qu'en fait, ces appareils-là, il y a des barreaux de LED. Et avec la musique, quand il y a des graves, le barreau de LED de gauche, il va s'allumer plus ou moins fort. Puis quand c'est les aigus, c'est le barreau de LED de droite. Ça s'appelle un bar graphe. D'accord. Moi, j'ai envie de faire un appareil. Grâce au progrès de la technique, maintenant, il existe des composants qui calculent, mais extrêmement rapidement, qui intègrent des systèmes qui s'appellent des DSP. Ouais. Et donc, je suis en train de programmer là, un composant qui ressemble à un Arduino, mais c'est un Tensi. Et donc, j'ai déjà commencé à coder un appareil qui fait équaliseur et bar graphe numérique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas du tout de composants électroniques classiques, il n'y a pas de bobine, il n'y a pas de condensateur, il n'y a rien. C'est que par calcul numérique, un domaine que je connais particulièrement. Et en fait, il y aurait juste que quelques boutons. Et voilà, on appuie sur le bouton, puis on règle donc on fait notre réglage d'équaliseur. Et puis quand on touche plus à rien, au bout de 2 secondes, on revient en mode bar graphe. Et on voit, ça bouge avec la musique, quoi. C'est magnifique. Et ça, c'est très compliqué à faire. Et ça va être destiné donc, par exemple, aux musiciens, aux studios d'enregistrement, des choses comme ça? Alors déjà, ça va être destiné à moi parce que c'est quelque chose que j'ambitionne de faire depuis très longtemps. Mais si je le fais avec des composants classiques, il faut énormément de composants parce que je ne vais pas faire juste le petit appareil avec 5 réglages. Hein. Non, je veux mettre carrément 16 clés de réglage. D'accord. Vous voyez, donc il y en a déjà beaucoup, en stéréo en plus. Et normalement, je vous dis, il faut beaucoup de composants. Tandis que là, le fait que c'est un calcul mathématique, c'est une loi de récurrence, en fait, comme une suite numérique, en fait, si le processeur est suffisamment rapide, il va savoir calculer les échantillons qui vont sortir en sortie audio. Okay. Et voilà. Et donc, ça nécessite que le processeur, quoi, quasiment. Hein. C'est un truc tout petit qui coûte pas cher. Du moment qu'il y a le bon programme dedans, voilà, ça marche. Ça remplace des tas de composants. D'accord. Thierry, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Ah oui, bien sûr. En fait, étant donné l'existence du Tamographe, déjà, donc, certes, il y a le site, mais aussi, j'ai une page Facebook qui s'appelle tout simplement @tamographe. D'accord. Pareil sur Twitter, c'est la même adresse, @tamographe. Et puis, alors certes, c'est vrai que maintenant, j'ai plus trop le temps de faire des activités, genre des salons, des choses comme ça. Oui. Mais quand il y a des choses intéressantes, même que je trouve qui ne viennent pas de moi, je les transmets dessus. Mmh. Voilà. Et puis, alors pareil pour la machine de Turing. Alors, il y a une chaîne YouTube dans laquelle j'explique vraiment tout de A à Z et qui s'appelle tout simplement Machine de Turing pédagogique. Très bien. Prof, etc. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison? Ouh là, alors là, j'aurais du mal à me souvenir. Ri aux larmes, vraiment. Non, sincèrement, je suis désolé, mais là, je n'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup rire. Et je pense que en fait, il y a des enfants, en fait, comment je veux dire, c'est des bouts en train. Ouais. J'ai vu encore ce matin sur Internet, j'ai vu qu'a priori, les élèves qui se font un petit peu rire la classe, a priori, d'après une étude, ça serait les élèves les plus intelligents. Donc je pense que le rire, ça fait partie de l'éveil également. C'est-à-dire qu'on cherche des situations, et puis si on réagit plus que les autres, c'est peut-être parce qu'on comprend mieux la situation cocasse que les autres. Voilà. Et voilà. Et moi, ça me fait du bien. Et je pense de toute façon, ça fait du bien pour tout le corps entier de rire. Bien sûr. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des choses amusantes à vous les partager, je suis preneur. Très bien. Le message est entendu. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? En fait, mes journées se ressemblent pas vraiment. En fait, même dans mon travail salarié, parce que j'ai aussi un travail salarié, je fais à nouveau. On a besoin de l'argent dans la vie. Donc, je suis automaticien industriel, c'est-à-dire qu'en fait, on programme des systèmes qui s'appellent des automates programmables. Et puis, en fait, maintenant, bien sûr, dans l'industrie, tout est automatisé. Bien sûr. Et donc, les gens, ils ont des écrans, ils cliquent dessus, ils lancent les différents cycles de production, etc. Ils mesurent les températures, etc. Enfin, bon, bref. Et donc, nous, on fait l'étude et on fait les programmes et on fait la mise en service de ces dispositifs-là. Et bien, parfois, en fait, je fais des choses que
que j'avais jamais fait. Donc je réfléchis comment je vais faire, je trouve le code, je teste, je débug un peu et paf, ça y est, ça marche. Et ben je suis assez surpris. D'ailleurs, je suis enchanté de parce qu'en fait c'est comme si je me lance une petite performance, vous voyez, Ouais. quelque chose que j'ai jamais fait. Et quand j'arrive à faire quelque chose, à réussir à faire quelque chose un peu compliqué que j'ai jamais fait, ça me procure tout le temps une joie incroyable. Je Voilà. comprends. Voilà. Même encore là pour essayer de trouver la méthode, le code pour faire mon équaliseur bar graph, c'est compliqué. Ça fait des mois que je travaille là-dessus hein, déjà. Ouais, Mais bon, j'ai réussi à faire déjà des choses qui fonctionnent. Et puis je suis étonné. Quand j'ai fait la machine Turing, c'était pareil. Hein. Faut pas croire que ça a marché du premier coup. bien sûr. Il a fallu débugger, améliorer, refaire une nouvelle version. Enfin, Mmh. c'était très, 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 très long. Mais ça a fini par fonctionner, quoi. Et alors, quand c'est comme ça, on appuie sur les boutons, on voit que ça marche. Ouais. Et c'est ça qui me procure de la joie, en fait. Hein. C'est ça. Alors, en fait, les moments de la journée où je suis bien, c'est quand, dans ces moments-là, j'arrive à me transcender, quoi. Voilà. Ouais. C'est chacun son truc. Hein. Ouais, bien sûr. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous? Euh, Peut-être la tolérance. Ouais. Parce que en fait, on est humain et puis, je crois qu'aujourd'hui, les gens, ils ont perdu ça et en fait, ils accablent beaucoup, les concitoyens, leurs concitoyens, alors Ouais. qu'en fait, on n'est pas exclu d'avoir fait des bêtises dans sa vie Mmh. et parfois, on juge les gens un petit peu à la va-vite ou alors on leur met des étiquettes sans connaître vraiment les gens. Ouais. On va leur dire qu'ils sont peut-être pas capables de faire des choses alors qu'en fait, ils sont peut-être pas capables à l'instant T, mais si on les aide un peu, ils seraient capables. Donc oui, je pense que ça, moi je me suis aussi appris à être tolérant. Ouais. Parfois j'ai des collègues avec qui je m'entends pas bien, mais bon, je patiente, je temporise. Ouais. Parfois j'accueille j'ai des jeunes collègues qui manquent d'expérience et donc il faut toujours passer derrière eux pour leur apprendre, leur montrer leurs erreurs. Et Ouais. petit à petit, ils en font de moins en moins. Ouais. Donc faut être tolérant, faut être patient en fait, et puis aimer son prochain, et puis aussi chercher à aider. Mmh. Parce que voilà, aider son prochain aussi. Ouais. Voilà, j'ai pas été beaucoup aidé moi, et à chaque fois qu'on m'aide, je suis d'une reconnaissance énorme. Mmh. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier? L'analyse. En fait, je me pose sur un problème, et tant que j'ai pas trouvé, je cherche, j'essaie de trouver des informations à droite à gauche. Et jusqu'au moment, et je lâche rien, mais rien quoi. Jusqu'au moment où je finis par comprendre ou que je réussisse à faire quelque chose. Ouais. Et après, voilà, c'est toujours pareil, hein, on tourne toujours autour du même truc, c'est-à-dire que c'est un peu un défi pour moi. Il y a des gens, ils font des défis mathématiques, hein, ça existe, Ouais, ouais. ils font des concours. Il y a des gens, ils passent à la télé, ils gagnent des sommes colossales, voilà, parce qu'ils savent plein de choses. Ouais. Moi, non, c'est les défis un peu plus technologiques Mmh. voilà, ça me, voilà, ça me fait quelque chose, quoi, ça me fait frétiller, Ouais. voilà, j'ai du mal à expliquer ça. Bon, c'est pas ordinaire, hein, donc forcément, les gens pourront peut-être avoir du mal à comprendre, mais Si, vous c'est l'expliquez très réussir bien. à franchir des défis. Voilà, il faut pas attendre à ce que les gens nous disent bravo. En fait, il faut Ouais. se le dire soi-même. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une seule journée, vous choisiriez qui? Ah bah, incontestablement, Albert Einstein. Oui, Voilà. évidemment. Parce que en fait, il a, il a tout fait pour lui aussi faire comprendre au plus grand nombre de gens ce qu'il avait compris, Ouais. mais il n'a pas su non plus faire comprendre clairement sa pensée. Ouais. Voilà. Mais il était vraiment aux avant-gardes de la physique. Moi, j'adore la physique aussi. Hein. Ouais. Et donc, et même encore aujourd'hui, eh ben, il y a des choses qui sont prouvées, récentes, Ouais. indiquant qu'il n'avait pas tort sur certains sujets, quoi. Mmh. Voilà. Donc, même la physique quantique, hein, il a fait partie du groupe de gens qui a commencé à dire que, en fait, le monde n'est pas ce qu'on croit, quoi. Ouais. Il est différent et en fait, nos sens ne nous permettent pas vraiment de comprendre. Ouais. Hein, c'est un peu ça la physique quantique. Hein. Ouais, ouais. Eh bien, lui, le grand Albert Einstein, il a réussi à, enfin, il a été vraiment extrêmement en avant sur son temps.
extrêmement intelligent, quoi. Ouais. Vraiment l'une des personnes les plus intelligentes. Alors il y a lui en physique, mais il y en a aussi dans d'autres domaines, hein, en mathématiques aussi, hein. Ouais. Voilà. On connaît pas bien Paul Dirac, mais ça a été un personnage aussi, hein. Ouais. Prof, etc. Comment définissez-vous le succès? Le succès, c'est arriver pour moi, hein, de façon générale, hein, pour tout le monde. Arriver à être heureux dans la vie. Voilà. Dire, quel que soit ce qu'on fait comme métier, quel que soit le salaire qu'on gagne, enfin, voilà, peu importe l'endroit où on puisse être, du moment qu'on finisse par être heureux en ayant fait ce qu'il faut pour ça, bien on peut dire qu'on a réussi. Alors pour certains, ils sont contents d'avoir réussi leur mariage. D'autres, c'est leur carrière professionnelle, hein, tout. Il y a des gens, ils vivent que pour le boulot, mais bon, chacun son truc. Mais de façon générale, moi je dis que le succès, c'est de réussir à atteindre le fait d'être heureux et en paix, quoi. Eh bien, on est déjà à la fin de cette interview, mais j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années? De réussir à fabriquer mon fameux equalizer bar graph que j'attends depuis tant d'années. Et ça, c'est une première chose. Mais sinon, alors je le fais pas pour le vendre, hein, je le fais pour moi, pour mon plaisir personnel, hein. Voilà. Et puis, ce que j'aimerais beaucoup, c'est de pouvoir me consacrer pleinement à mes créations, essayer de trouver d'autres marchés pour le thermographe, pour la machine de Turing, etc. Me consacrer, faire des salons, faire des rencontres avec les gens, aller dans les établissements scolaires. Et là, je peux pas parce que j'ai un travail salarié. Alors, ce travail, il est intéressant, mais je crois que j'en ai fait un petit peu le tour. Et puis, en même temps, c'est quand même quelque chose qui est difficile, qui est stressant. Parfois, on n'est pas sûr, on va faire une mise en service, mais on n'est pas sûr de son programme. Il y a de la tension, il y a de la pression, c'est chronophage, c'est fatigant, c'est épuisant, voilà. Et donc, j'aimerais bien pouvoir quitter ce travail-là. J'aimerais bien même faire autre chose, hein, pour m'occuper aussi quand même. Mais je suis en peine à trouver quelque chose qui pourrait me satisfaire. Voilà. Donc, c'est ça mon objectif. Bon, maintenant, c'est vrai que je suis tout jeune. J'ai quand même, je veux le dire, j'ai 52 ans. Donc, je vais pas me lancer de grandes ambitions professionnelles. Mais simplement, si je peux avoir un travail, soit me consacrer à mes créations uniquement, ou alors même avoir un travail salarié mais qui est moins pesant, j'en serais vraiment ravi. Eh bien, 1000 merci Thierry d'avoir accepté mon invitation. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de vous être intéressé à moi et puis d'avoir un petit peu évoqué mes sujets d'amour. Oui, j'ai appelé ça vos bébés, mais on n'est pas loin. Ah, c'est ça. Alors, toutes les informations, bien sûr, sur le thermographe et la machine de Turing se trouvent en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à en parler autour de vous. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire, et si vous avez envie de partager vous aussi votre côté, etc. avec les poditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.